Bonjour, voici un sujet qui me tient à cœur depuis très longtemps. En matière de prospective, c'est la valeur du temps qui est bousculée entre le présent et le futur. C'est très compliqué la notion de temps et je voulais vous l'aborder là en cinq temps d'ailleurs, en cinq sujets. Le temps humain et social, le temps de la nature et de la production, le temps économique et stratégique, le temps numérique et puis le temps par l'histoire. Voilà les cinq thèmes. En introduction, je voudrais quand même dire que notre vie est tributaire du temps et nous n'en parlons pas assez. Enfin, nous en parlons différemment. De toute façon, en français, le mot temps peut dire beaucoup de choses, alors que time en anglais, c'est une chose très précise, c'est uniquement le temps de notre montre. Et pourtant, le temps est omniprésent dans nos actions et dans nos réflexions. Et ça mériterait plusieurs heures d'exposé. En voici un résumé avec les 5 points que j'ai énumérés. Alors d'abord, il y a le temps humain et le temps social. C'est le temps qui nous concerne, nous. Alors c'est le temps de la famille, la transmission, l'éducation, les soins aux aînés, les occupations, etc. Et tout ça qui est écrasé par le temps de travail. Le temps de travail lui-même qui est reconfiguré. Alors il y a le télétravail, le droit à la déconnexion, la semaine de 4 jours, etc. Et puis après, il y a le temps de la retraite. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, la retraite, le temps de la retraite s'allonge et le temps du non-travail, puisqu'on travaille en grosso modo, si quelqu'un naît aujourd'hui, ou plutôt vers les années 90, il travaille environ 11 à 13% du temps de sa vie. Et la question du temps, il y a le temps subi et le temps choisi. Et le temps des civilisations sur Huntington, alors là on passe sur un sujet beaucoup plus vaste avec Huntington, les grandes dynamiques culturelles se jouent sur des siècles, voire sur des mandats. Donc le temps humain et social est extrêmement partagé. Puis il y a le temps de la nature, le temps de la production. Ça, c'est un thème qui me travaille énormément parce que c'est l'écologie, l'agriculture, ces sujets-là. L'agriculture, elle est sur le temps long. Et il y a des cycles, d'abord il y a des cycles de la nature, il y a les investissements qui se font sur 20 ans, 25 ans. Un tracteur, ça vaut une fortune, ça vaut plusieurs voitures. Et puis il y a le temps des transmissions qui est générationnel, est-ce qu'on transmet ou ne transmet pas. On était quand même, on n'est plus que 400 000 agriculteurs, on en a perdu des centaines de millions en France, et apparemment on va encore en perdre beaucoup. Donc il y a un problème de transmission générationnelle, ou qui accepte de devenir agriculteur. Et puis, tout ça, c'est opposé aux exigences court-termistes des marchés. Alors là, on est sur la spéculation de la valeur de la viande, du blé, du porc et des récoltes de fruits, de légumes. Et puis, on est sur le court-termisme des marchés agricoles, des politiques agricoles qui sont en train de changer les choses. On voit ça au niveau de l'Europe, où on n'a pas tellement l'impression que l'on se rend compte que la terre demande un temps long. Et enfin, puis il y a le temps long non seulement de la terre, le temps long de la forêt, qui est en piteux en France, de la mer, qui n'est pas en train de s'améliorer, etc. Et puis il y a le temps de l'écologie, qui réclame des transformations immédiates, alors qu'elle dépend de systèmes à temps très long. C'est un petit peu la contradiction de l'écologie. La responsabilité envers les générations futures est importante. Et puis à côté de ça, l'ère technologique exige une éthique du temps long, car nos actes ont des conséquences désormais irréversibles à l'échelle planétaire. Comment faire passer pour l'écologie un message du temps court, arrêtons les pesticides, etc., alors que l'agriculture et le monde est dans un temps long. C'est un peu la contradiction aujourd'hui de l'écologie par rapport à la nature qui fait que, quelque part, elle n'est pas comprise par tout le monde. Et puis le troisième temps, c'est le temps économique et stratégique. Alors bien sûr, sur le plan planétaire, il y a le temps de la Chine, ou le temps même de la Russie, et le temps de l'Occident, qui est très fort. La Chine, elle a des plans quinquennaux. On voit le plan quinquennal de 2016 à 2020 qui vient d'être établi il y a quelques semaines. Et puis il y a ces plans à l'horizon 2049, le centenaire de la Grande Marche de Mao Tse-tung, et sa capacité à absorber les pertes à court terme. On investit, et, par exemple, sur le solaire, les batteries, les semi-conducteurs, pour ensuite pouvoir écraser le marché avec eux, ou parfois on rate la marche, comme par exemple sur l'intelligence artificielle. Et face à tout ceci, et face à nos entreprises, qui est soumise
pour les entreprises cotées à des résultats trimestriels, c'est rapide un trimestre, c'est lié aux cycles électoraux de 4, 5 ans ou 6 ans, ça dépend des sujets, mais on le voit avec Trump, on le voit en France aujourd'hui, on le voit dans tous les pays, dès que quelqu'un arrive au pouvoir, il change les choses, mais c'est le lot de la démocratie. Et puis aussi les changements de la fiscalité qui bougent beaucoup, là aussi avec Trump, ou même en France, en Europe, la fiscalité qui bouge beaucoup, c'est assez gênant pour la longue vue des entreprises. On est sur la dictature pour le temps économique et stratégique, on est sur la dictature du court terme, qui est une pathologie occidentale. Il faut arrêter les résultats trimestriels. Ce serait déjà une bonne chose. Et puis il y a le temps numérique. Alors là, le temps numérique, c'est la grande rupture. Bien sûr, c'est l'accélération technologique, la loi de Moore, qui était valable pour les puces, etc., qui avait une accélération qui doublait tous les 6 mois ou tous les 2 ans, Et là, la loi de l'intelligence artificielle qui double à une vitesse ahurissante, vraiment ahurissante, et qui impose un rythme hors sol à toutes les sociétés. Et la technologie numérique accélère tout ce qui est traitable. Ce qui est traitable, les données, les calculs, les transactions, les communications. Mais elle bute sur une frontière, ce qui est irréductiblement humain et qui résiste à l'accélération. Et je le mets dans ce temps-là, dans le temps numérique, parce que c'est important de voir qu'on n'est pas inondé par ce temps numérique. Le temps de l'attention fragmentée, la vitesse des réseaux sociaux, tout ceci, on voit qu'il y a des effets négatifs. Et tout ça, c'est tributaire de la lenteur, de la démocratie délibérative qui nous concerne. Et mais aussi, c'est ce qui résiste au temps numérique, c'est le corps, le toucher, la présence physique ne se compresse pas, un deuil, une naissance, une réconciliation, un soin médical vrai ont leur durée propre et incompressible. La mémoire vivante, la mémoire humaine n'est pas une base de données, elle est sélective, elle est affective, elle est reconstructive, elle oublie, elle déforme, elle relie des choses inattendues. C'est précisément cette imperfection qui produit la créativité. Je parle beaucoup de curiosité, critique et créativité. Donc cette imperfection qui produit la créativité, la sagesse, l'identité. La data standardise là où la mémoire humaine singularise. La confiance et le lien, là aussi, ça s'établit par le temps, pas par la rapidité, pas par l'intelligence artificielle. Ils se construisent lentement par accumulation d'expériences partagées. C'est pour ça qu'il faut être présent dans les entreprises. Le numérique peut stimuler la relation, mais pas la fonder. Et puis, 5e point, le temps et l'histoire. Et ça, c'est un thème que je soulève souvent. L'histoire s'écrit au présent, comme le futur, la prospective s'écrit au présent. Mais là, c'est des pages des principes de Fernand Braudel, qui est le concept fondateur de la longue durée. Il distingue 3 niveaux de longue durée. L'événement, qui est dans le court terme, les cycles économiques et sociaux, qui sont dans un moyen terme, et les structures quasi immobiles, qu'on retrouvait peut-être aussi chez Huntington, qui est la géographie, les mentalités, les civilisations, qui marquent. Nous sommes ici, je suis ici en France, il y a une culture de la France qui ne bouge pas, qui est très permanente, qui bouge très lentement, et tout cela, ça évolue sur des siècles. Alors en conclusion, il y a un paradoxe central dans cette notion de la valeur du temps qui est bousculée entre le présent et le futur. Alors la valeur centrale, c'est quoi? Plus la vitesse technologique augmente, et c'est ce qu'on vit, plus le manque de lenteur humaine devient visible. On le voit émerger en réaction. Alors, avec le slow food, ça fait quand même, le slow food, ça doit faire quasiment 30 ou 40 ans que ça existe. Le slow travel, la pleine conscience. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est le retour à l'artisanat, aux objets préparés, aux lettres manuscrites, la carte postale que l'on écrit, la carte de vœux, cela revient. C'est peut-être un petit peu doucement, mais cela revient. Et puis la valorisation du temps non productif, la flânerie, la rêverie, l'ennui créateur. On est là dans ce paradoxe du temps où
on a une vie effrénée, et certaines personnes qui ont des vies effrénées vont se reposer dans des monastères en vivant au rythme des moines. Ce ne sont pas des nostalgies, c'est une résistance anthropologique à notre temps, bousculé entre le présent et le futur. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi signe là en dessous. Je repars en plongée. À bientôt.